Bonjour Paperboy. Alors le sujet de la vidéo, c'est conseils qu'on pourrait donner à notre nous d'il y a un an. Donc pour faire cette vidéo, je vais me baser sur ma vidéo des objectifs de l'année numéro 2. Mais j'ai eu l'attestation d'un psychologue, voilà. De toute façon, en fait, l'endocrinologue ne m'avait pas précisé si c'était psychologue ou psychiatre. En vrai, l'attestation psy, en fait, elle était pas nécessaire, que ce soit psychologue, psychiatre, tout ça, pour changer le prénom, pour l'état civil, pour avoir les hormones et pour la mamec, parce que du coup le chirurgien me l'a pas demandé non plus. Là où au final c'était nécessaire d'avoir une attestation de psychiatre, vraiment, ce sera pour l'hystérectomie, parce que là le chirurgien en question m'a demandé. Du coup l'attestation du psychiatre je l'ai eu le 2 septembre, et j'ai eu mon premier rendez-vous avec, enfin premier, du coup il a dit que c'était le seul, le 5 septembre. Du coup voilà quoi, je l'ai eu quelques jours avant. Et en tout, donc ce psychiatre là, je crois que je l'ai vu pendant à peu près un an. Ça a bien ramé quoi pour avoir l'attestation. Alors que j'étais déjà hormoné, j'avais déjà commencé ma transition, hein. Donc des fois ça peut être assez chiant. Donc si on regarde bien dans la loi ou dans ce que dit l'OMS, en fait on a besoin d'une attestation de psy pour rien du tout. Sauf que officieusement, il y a encore certains médecins qui vont vous la demander. Donc en gros, si vous avez une idée de par quel médecin vous voulez passer, essayez de vous renseigner avant, genre sur est-ce qu'ils demandent ou pas des attestations. Parce que si jamais aucun des médecins demande, ça sert à rien d'aller se faire chier quoi. Puis moi ce que je fais, j'ai été voir ce psychiatre là juste pour jusqu'à obtenir l'attestation pour la donner au chirurgien. Et après sinon quand j'ai vraiment besoin de voir un psy, je vais pas voir celui-là, je vais voir le psychiatre du SUMS. J'ai quelques problèmes au niveau des études, au niveau des notes ça me pose pas de problème, mais en fait au niveau du rythme et tout c'est pas trop ça. Et puis il y a plein de trucs sur lesquels j'ai besoin d'aménagement de scolarité. J'avais pas encore fait la vidéo sur l'autisme, je l'avais fait après. Mais en gros c'est à partir de cette vidéo j'avais invité quelqu'un sur la chaîne, donc une personne qui avait un diagnostic autiste Asperger. Hors caméra, après j'ai parlé un certain temps avec cette personne, parce que cette personne m'a dit que j'étais probablement moi-même autiste. Du coup, c'est pour ça que j'étais voir le psychiatre du SUMS. J'ai rempli un dossier pour aller au CRA, qui est le Centre des ressources autistiques. Et je suis en attente depuis juin, et apparemment il y a 2 ans d'attente. Donc voilà. La pilosité, c'est-à-dire que ça commence un petit... Là sur la pilosité, je disais que ça commençait, mais genre j'avais quelques poils sous le menton. En fait, à peu près autant que maintenant, ça le pire. Et comme ça a commencé, et ben là à ce moment-là dans ma tête, je m'attendais à ce que ce soit le début et qu'après ça aille en mode exponentiel et que je m'attendais à ce qu'à ce moment-là je doive certainement avoir une barbe. Et en fait, mais ça stagne de ouf. Ça évolue un peu mais genre très lentement. En fait, le seul détail qui a changé au niveau de la pilosité par rapport à l'an dernier, euh, c'est les favoris quoi, qui sont développés, c'est tout. Voilà quoi, la pilosité, franchement, si je pouvais me donner un conseil, c'est t'emballes pas trop quoi. C'est hyper lent. Je pense que ça peut dépendre un petit peu de notre génétique et tout, parce que euh, j'ai un pote qui avait commencé la testo plusieurs mois après moi. J'étais pas encore à un an, il me semble, quand il avait commencé. Mais au bout de 6 mois, il avait déjà une barbe de ouf quoi. Que moi, pas du tout. Ça va à son rythme, hein. Je me suis fait un petit job d'été. Du coup, j'ai travaillé tout le mois d'août. Et je crois que je me suis fait 1180, un truc comme ça. Du coup, j'ai redemandé aussi cette année, et puis j'ai pas été pris. En gros, il s'est passé une petite couille quoi. Je me suis fait outer quoi. Donc là, pour cet été, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les autres villes un peu plus grosses. Il y aura peut-être plus moyen de trouver. Pour mon opération qui arrive en octobre, pour l'hystérectomie, du coup, le chirurgien m'a dit qu'il n'y avait pas de dépassement d'honoraires, donc normalement, j'aurai rien à payer là-dessus. Bon, par contre, je sais très bien qu'avec ma mutuelle, je devrais payer la chambre. Il me semble que c'est quoi
2 nuits, un truc comme ça. On va dire 2 ou 3 nuits, donc bon, je sais pas exactement combien ça a coûté. Quand c'était pour cette opération-là, ça a coûté 80 € sur les 1000. Parce que du coup, j'ai dû payer 1080. Donc 1000 € dépassement d'honoraires pour la MAMEC. Et 80 € donc c'était la chambre pour les 3 nuits. Parce que du coup ma mutuelle en fait elle prend pas du tout en charge les chambres. Je pensais au début qu'elle prenait pas que quand c'était des chambres seules, mais en fait quand c'est compté comme chambre double elle prend pas non plus quoi. Donc au final je vais pas me faire chier à essayer de demander une chambre double pour qu'au final je poirote parce qu'ils savaient pas où me mettre, parce que j'ai demandé une chambre double et ils savaient pas comment faire quoi. De toute manière, les personnes trans, ils vont souvent vouloir les mettre dans des chambres seules, peu importe. Donc je vais pas me faire chier vu que je sais très bien que ma mutuelle elle rembourse pas. Donc en gros, j'aurai la chambre à payer, peut-être des trucs pour les soins post-op. J'ai regardé la chaîne de Sados du coup qui parle de son hystérectomie qu'il a fait avec le même chirurgien qui est à Nantes. Ce qu'il avait fait, donc, au début il avait des strips, je crois, sur lui qu'il a laissé. Sauf que ça, les strips, du coup, c'est dans l'hôpital qui te les mettent. Donc ça, il n'y aura pas ça à acheter. Ce qu'il faisait, c'était des injections du produit anticoagulant. Il faisait venir une infirmière, donc moi, je pense que je demanderai à mon copain de me les faire, les piqûres, c'est tous les jours. Du coup, je pense que le produit doit être payant, à moins qu'ils soient remboursés, donc je verrai. Mais sinon, je pense que je vais pas non plus dépenser une grosse somme, quoi. En tout cas, par rapport à la MAMEC, quoi. Je vous redirai combien ça aura coûté, mais je pense que ça va pas être vraiment beaucoup. Mais de toute manière, il faut quand même que je trouve un job d'été, parce que là en ce moment, donc c'est ma 3e année de licence, donc j'ai encore le critère de la bourse au mérite, c'était avec le bac mention très bien. Donc en fait, ça me rajoute plus 100 € par mois sur mes bourses, ce qui fait que j'ai dans les 325 € par mois, avec mon loyer qui est du coup à 142 € parce que j'ai les allocs de la CAF en plus. C'est convenable franchement. Par contre ça va être un petit peu chaud parce que c'est la dernière année où j'ai ce critère là quoi. Donc après ça va être à 225 € et en plus je vais prendre un autre logement. Ça va être un petit peu con quoi avec 100 € de moins, donc faut que je trouve un travail. Faut que je me fasse au moins 1000 € l'été quoi. Ce serait de réussir à obtenir l'ALD. Que j'ai eu en fin mars 2018. Et il me semble que je sais plus exactement le mois, mais je sais que elle est valable jusqu'en 2020. Mais normalement, elle est valable pour quand je vais faire la mastectomie. Par contre, quand je serai listé après, elle sera plus valable. En vrai, en fait, fallait bien gérer. Du coup, au final, elle va être valable, quoi. Donc ça va marcher. Ce que je pensais dans ma tête, c'est que je pensais que j'allais galérer vachement plus. Du coup, c'est plutôt positif, ça. Parce que j'ai galéré moins que prévu, quoi. Enfin, j'ai bien géré sur mes dates. J'ai déjà ma date d'opération pour l'hystérectomie. Ce sera le 16 octobre 2020. Oui, je me suis pris genre un an à l'avance, en fait. Ouais, dès septembre, j'ai eu mon rendez-vous, j'ai pu prendre ma date. J'étais à quoi à peine 2 mois de la MAMEC, quoi. Puis de toute manière, ça ne servait à rien d'attendre, quoi, parce que je sais que je veux faire cette opération, ça fait un petit temps que je sais que je veux la faire, donc voilà. Non, après, le truc, juste la faire forcément un an après avoir fait la MAMEC, pour laisser au corps le temps de se remettre et de cicatriser. Mais sinon, par rapport au temps d'attente, du coup, il y avait de quoi faire, quoi. Pour le produit en lui-même, je paye rien. Peu importe que j'ai l'ALD ou pas, je paye rien. Le seul truc que je paye un petit peu, c'est pour les injections. Je paye juste les infirmières. Donc en soi, sans ALD, si je me les fais moi-même, je paye toujours rien. Enfin, quasiment. Peut-être les seringues et tout, mais du coup, ça vaut pas tant que ça. En fait, ça vaut à peu près une vingtaine d'euros pour 1 an et demi d'injection qu'on les prend soi-même. Donc en fait, ce que je fais, moi, je vais vous donner en même temps un petit conseil pour ceux qui sont de Nantes. En fait, je vais à Bastide, donc c'est un magasin de fourniture médicale, donc c'est au Cardo à Nantes. Et du coup, j'achète les trucs par paquet de 100. Alors j'ai pas tout acheté en une fois, donc je peux pas sortir le prix exact. D'abord, en gros, il y a un de mes amis qui a fait une commande via internet pour avoir
plein de fournitures d'injection et qu'on avait commandé un petit peu trop, donc je en ai racheté une partie. Donc la vidéo a coupé parce que j'avais plus de place dans mon téléphone. Je vais reprendre là où j'en étais. Je sais pas vraiment si un jour je pourrais me les faire moi-même parce que... Bah en final, j'ai fini par les faire les injections seul, quelques fois. Ça a commencé quand c'était à la Pride de Rennes, parce que du coup avec France Interaction on va à 3 Prides par an. On va à celle de Angers, celle de Nantes naturellement quoi, vu que c'est là où est l'asso. Et du coup on va aussi à celle de Rennes, en compagnie de l'association Ouest Trans. Et ça tombait un samedi, et ça tombait le même samedi que je devais faire mon injection. Du coup j'ai pas fait déplacer l'infirmière, donc j'ai demandé si je pouvais la faire sur place. Du coup j'ai demandé à des gens de West Trans de m'aider à la faire. Donc il y a Yuli Kael qui m'a proposé soit il me la faisait comme ça directement, ou soit il me guidait pas à pas pour que je la fasse moi-même. Donc je choisis la deuxième option parce que je trouvais que ça pouvait être cool et que ça pouvait être un bon début, comme ça je pourrais après les faire moi-même. La grande aiguille me faisait un petit peu flipper quand même. Du coup j'ai pas mis vraiment à 90 degrés ni à 45 degrés, j'étais un poil beaucoup incliné je pense, donc peut-être que je n'ai pas atteint le muscle. En soi c'est pas vraiment très grave de ne pas atteindre le muscle. C'est juste que du coup on va pas absorber du tout la même quantité de produit que quand c'est dans le muscle, on va absorber beaucoup moins. Donc en gros si on voulait faire des injections de testo pas dans le muscle mais juste en sous-cutané, il faudrait mettre une dose un peu plus forte. Et peut-être changer la régularité d'injection je pense. Mais je crois qu'il y a des gens qui essayent de faire à peu près comme ça, surtout les personnes qui ont trop mal aux muscles pour s'injecter dedans quoi. Bon du coup je l'avais fait, j'étais content cette fois-là, mais d'ailleurs j'ai conservé la boîte, je l'ai laissée à Nantes et j'ai marqué la date dessus. Ensuite après j'ai demandé donc des conseils à l'infirmière que je faisais venir. À partir de là, je plantais l'aiguille et du coup ça s'arrêtait là quoi. En général je tombais dans les pommes avant. Parce que du coup là sur le coup j'essaie vraiment de la planter à 90 degrés et en plus de toute façon quand c'est les aiguilles noires je pouvais pas les rentrer totalement dans la cuisse, c'est un peu trop gros. Ouais, je pense qu'il y avait un petit blocage psychologique là-dessus avec la taille de l'aiguille. C'était ça qui faisait que je tombais dans les pommes à un moment donné. Et aussi j'ai le mauvais réflexe quand j'injecte dans la cuisse de contracter le muscle en même temps que je pique. Donc techniquement quand on plante l'aiguille ça fait pas mal, mais si on fait ça, ça fait quand même vraiment mal quoi. Du coup après l'infirmière m'a conseillé de prendre des aiguilles bleues. Alors les aiguilles bleues c'est toujours des aiguilles pour intramusculaires qui sont plus petites, donc c'est pas mal pour s'injecter dans les cuisses. Il y a certaines personnes où les aiguilles noires vont totalement convenir, mais du coup moi je prends les aiguilles bleues, c'est des aiguilles pour enfants. Bon, j'ai galéré toujours, donc après l'infirmière m'avait conseillé de mettre sur mon lit, de mettre l'oreiller bien calé derrière mon dos, et de mettre les jambes en position totalement droite, parce que en fait ce que je faisais avant c'était de me mettre sur la chaise, et du coup j'avais les jambes à moitié dans le vide, donc forcément il y a plus de risques que je contracte, et là ça allait beaucoup mieux. Bon après c'est toujours un petit peu stressant de faire ça. Je crois que ce qui me stresse le plus, c'est pour faire le retour veineux. En fait, je n'aime pas l'idée vraiment d'aspirer dans le muscle. C'est limite, ça me dégoûte un peu, quoi, du coup, c'est là où j'ai plus de chances de tomber dans les pommes après. Ensuite, la fois d'après, j'ai juste demandé à une amie de venir, donc pour m'aider à préparer l'aiguille, enfin la seringue, parce que ça, j'avais jamais fait, quoi, en fait. Tout ce que je faisais, c'était... ma seringue était déjà montée avec l'aiguille et le produit dedans et je plantais. Donc j'avais mis un certain temps à me détendre et à m'injecter. Du coup ce que je fais pour essayer de me détendre c'est que je prends mon téléphone et je mets toute une compilation de l'entièreté des musiques de fond du jeu vidéo Minecraft. En général ça m'aide un peu à me détendre parce que les musiques de jeu sont plutôt toutes douces, toutes calmes. En tout j'avais mis une demi-heure avec la seringue dans la main avant de m'injecter. La fois d'encore après, c'est mon copain qui m'a assisté. Là, ça avait pris quoi, à peine un quart d'heure, 10 minutes. Je crois que ça allait un petit peu plus vite pour me détendre. Et la fois d'encore après, alors par contre, c'était
la merde, vraiment. C'était vraiment la merde. En gros, je venais d'avoir 2 semaines de contrôle continu et je venais aussi d'apprendre que là à la rentrée, dans la semaine qui vient, on allait avoir encore un contrôle sur sa matière, donc encore des trucs à réviser. Bon, au final, je crois que j'ai juste relu le cours une fois là, pendant les vacances. Je vais relire encore dans le train et pendant la semaine. Mais j'en peux plus de ce cours, quoi. C'est écologie des communautés. Enfin bref, j'étais stressé, enfin j'étais encore vachement tendu par les 2 semaines de contrôle, genre un contrôle par jour durant les 2 semaines. J'avais aussi, de toute façon, j'avais eu à rendre des épreuves écrites et faire des oraux avec mon aménagement de scolarité qui est mal fait. C'est-à-dire que je fais pas les travaux de groupe et normalement les profs sont censés me faire un travail à part qui est adapté. Ils me donnent le même travail qu'un groupe. En fait, ils considèrent que seul je suis un groupe de 4. Bref, pour revenir là-dessus, j'étais vraiment très tendu à ce moment-là. Et en plus, le lendemain, on devait rentrer en train et il y avait la grève des trains, quoi, voilà. Donc le stress ne retombait pas. J'ai passé 4 heures à essayer de m'injecter. Donc il y a des moments où que j'essaie de me dire, bon allez, ça y est, je vais planter. Et je plante un peu l'aiguille, j'avance pas, et je me dis non, et j'enlève aussitôt. Je crois que j'avais planté 2 fois, genre avec la même aiguille sans la changer, c'est le problème. De replanter coup sur coup, ça peu de séparation. Ça saignait quand je faisais ça d'ailleurs. Et au bout de la deuxième fois où je plantais, je me disais, je vais changer l'aiguille en fait. Et après j'ai essayé l'autre jambe, pareil, j'ai replanté 2 coups de suite. Alors, point à savoir avant, c'est que du coup, c'est ma pote qui casse mon ampoule. La première fois qu'elle avait fait, en fait, la coupe elle était pas nette, quoi. Ça faisait un triangle un petit peu, mais on s'en fout, quoi. Ça marche quand même. Là, elle avait réussi à faire une coupe nette. Elle était en mode ouais, j'ai réussi à casser net. Et elle avait renversé l'ampoule, donc il y a peut-être quoi, ouais, une goutte de produit qui est partie. Donc à la rigueur, c'était pas trop grave, mais quand même. Et il y avait plein de bulles par contre, hein, donc ça c'est chiant. Donc ça aide pas à déstresser quand tu dis ouais, il y a des bulles, genre si je me cours et que j'injecte dans le sang, c'est grave. En plus, à chaque fois que je changeais l'aiguille, fallait rechasser l'air dedans, donc reperdre du produit. À un moment donné, j'avais reprélevé dans ce qui restait de l'ampoule, qui au passage avait stagné un peu plus de 2 heures à l'air à ce moment-là. Donc c'était pas trop ça. Déjà, c'est pas forcément trop cool de laisser le produit aussi longtemps dans une seringue en plastique. Et j'arrivais toujours pas à m'injecter, même sur la deuxième cuisse, donc à la fin j'étais en mode non, je peux pas, je peux pas. Donc au final, c'est ma pote qui m'a injecté mon produit dans les fesses, et j'ai reçu que la moitié de ma dose au final, à force de perdre du produit. En plus, j'étais tellement stressé qu'à un moment donné, mais j'ai appuyé sur la seringue dans le vide, et après, ah oui, ce qui me stressait encore plus, c'est que du coup, il y avait du produit partout, j'avais les mains pleines d'huile. Je crois que c'est l'injection la plus galère de ma vie, là. Ah non, non, il y a eu pire. Quand je l'ai fait avec l'infirmière du SUMS, où c'était fait n'importe comment, là, c'était encore plus flippant, parce que c'est une infirmière, mais qui faisait mal son boulot, quoi. Que là, on n'est pas des pros, donc c'est normal de galérer comme ça, mais ça fait un petit peu peur. De l'année 2019, c'est de faire la mastectomie. Et ça, je sais que ça se fera en 2019. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'ai les fonds. J'ai trouvé le chirurgien. Et du coup, j'ai eu le premier rendez-vous avec. J'ai même une date provisoire qui sera le 3 juillet à 7h30 du matin. En vrai, sur la Mamec, 7h30, c'était l'admission dans l'hôpital. Moi, je me suis fait opérer en fait à 9h30 au final. Et je me suis réveillé, il était un peu plus de midi, donc j'ai pas mal dormi, quoi. Je passe toujours pas pour faire la aérolaire. Enfin, j'arrive même pas à le dire. Je suis quand même un petit peu deg. Là, dans ma tête, donc j'étais vraiment déçu, quoi, parce que je pensais passer en périaérolaire et du coup, pas vraiment avoir de cicatrices, enfin des cicatrices qui se voient pas, quoi. Mais en fait, le volume que j'avais était vraiment entre deux, donc ça aurait pas été trop ça, quoi. Et puis, en plus, quand t'as un volume entre deux, ça fait que tu dois attendre plus longtemps pour avoir un bon résultat et ça reste gonflé un certain temps.
Donc au final, je m'étais dit oui, ben ok pour la double incision. Et ben, je suis pas déçu du résultat. Au final, ça me dérange pas tant que ça d'avoir des cicatrices. Donc après, si c'est pas en mode arrondi, bah d'ailleurs je suis pas seul à penser ça, mais c'est peut-être dans la tête, mais bon, c'est un petit peu chiant quoi de faire en arrondi. Genre t'as le torse plat et ça te donne l'impression qu'on te dessine des boucles sur le torse. C'est chiant. Je pense que je lui demanderai, sinon ça peut avoir son charme d'être pas droit mais vraiment incliné. Ça fait des branchies de requin. Elles sont droites, pas vraiment en forme de branchie de requin comme ce que j'imaginais. D'ailleurs, je vais vous montrer le résultat que ça donne à 6 mois post-op. Alors, attention, trigger warning, image de cicatrice. Donc si vous voulez pas voir si ça vous choque, ouvrez un onglet vide, comme ça vous avez que le son et vous revenez après. Je vous dirai quand il y aura plus de cicatrices en vidéo. Alors du coup voilà, donc le résultat des cicatrices à 6 mois post-op. Donc ça s'est plutôt pas mal effacé quoi. Genre ici on voit plus, là non plus on voit plus. Ouais. Là aussi ça s'estompe. Sur celle-là, alors là il y a plus de rugosité sur celle-là. Alors ça c'était le téton qui était accidenté. Alors il s'est plutôt construit. Bon par contre la partie centrale, alors je crois qu'il y a des sortes de... Il y a une sorte de petit cercle qui pourrait faire dire genre il y a un truc. Sauf que c'est tout plat, ça fait exactement la même épaisseur que le reste du téton. Donc pour moi la partie centrale elle est quand même morte quoi. Mais bon je crois que ça fait pas forcément trop la différence parce que lui il est pas tout le temps en volume non plus, je crois que ça dépend de la température. Là il fait assez chaud dans la pièce. Alors là par contre sur tout ce pan là c'est rugueux quoi. Enfin ça adhère. Pourquoi je dis rugosité, c'est des adhérences. Là ça adhère. Alors là ça a pas mal disparu. Et là ça adhère plus trop. Donc au final il me reste plus qu'une zone d'adhérence à masser et casser. Ouais en fait il y a des adhérences autour du téton aussi. Ouais c'est bizarre parce que celui-là il adhère pas quoi. Du coup lui il a rétréci au cours de la cicatrisation, c'est un petit peu con. Du coup ils font pas la même taille, donc c'est un petit peu dommage, mais sinon pour le reste, les cicatrices elles me conviennent plutôt. Donc c'est pas du tout des branchies de requin la forme. En fait si ça aurait été des branchies de requin comme j'appelle, c'est s'il y aurait eu que ça et qu'on n'aurait pas vu. Puis là il n'aurait pas forcément pu accéder à grand chose comme ça quoi. Non là on va dire que ça fait un V de mouette qui s'envole dans le ciel. J'essaie de trouver des trucs poétiques sur mes cicatrices, c'est beau. Puis aussi sur la forme des cicatrices, c'est vraiment une question de goût. C'est-à-dire que moi j'aime pas du tout les cicatrices arrondies qui suivent les pecs. Mais il y a d'autres personnes qui vont aimer, genre par exemple lui, mon copain, mais il est trans aussi quoi, donc il compte faire sa mamec. Et lui par contre, en comparant sur des photos, il trouve que les cicatrices qui suivent les pecs, ça lui conviendrait mieux. Donc c'est vraiment une question de goût. Donc faites selon vos goûts, selon les formes de cicatrices que vous préférez. Et surtout, n'hésitez pas à le préciser au chirurgien. En tout cas, le chirurgien que j'ai vu, il pouvait faire soit des cicatrices droites, soit des cicatrices arrondies. C'est pas non plus du sur-mesure comme ça en cicatrice quoi. Ça n'existe pas je pense, les cicatrices sur mesure, il faut quand même qu'il accède à quelque chose. Alors, pour ceux qui ont peur de voir des cicatrices, c'est bon, j'ai remis un t-shirt. Avoir le permis, mais je sais que je l'aurai pas en 2019. J'aurai le code, et je pense pas avoir le permis. Au final, j'ai même pas le code. C'est-à-dire que j'étais parti pour bien réviser le truc, même cet été pendant ma convalescence j'étais encore en train de réviser, puis après il y a la fac qui a recommencé et c'était vraiment galère et du coup j'ai pas poursuivi de réviser et mon abonnement d'un an au cours de code c'est terminé, donc ça fait 30 € à la poubelle, donc il faudrait que je m'y remette, mais là en ce moment c'est un peu la merde avec ma fac. Du coup, question de transition, il y aura juste l'hystérectomie. Ce coup-ci là, je vais pas faire comme la mamec, je vais pas y aller les mains dans les poches. Parce que vraiment la mamec, j'y étais les mains dans les poches, je m'attendais pas à avoir mal comme ça. Donc franchement, conseil que je pourrais donner à mon moi d'il y a un an, c'est de pas y aller les mains dans les poches quoi. Une opération c'est pas rien non plus.
Là, listé, maintenant que j'ai fait une opération, là, je sais à peu près ce que c'est, du coup, je vais pas péter la forme au bout de quelques semaines, quoi. Voilà, quoi, je vais pas y aller les mains dans les poches, je vais m'y attendre un petit peu plus. L'an prochain, du coup, là, ça n'a plus rien à voir trop avec ma transition. Mais je compte changer de logement. Enfin, en fait, je vais prendre la résidence qui est dans la rue d'en face de la mienne, parce qu'ils ont des logements pour colocation ou couple. Du coup, je vais emménager avec mon copain et on va prendre un logement en coloc. Donc ça sera légèrement plus cher que ce que je paye par mois ici. Mais pas beaucoup, quoi, et ce sera vachement plus agréable parce qu'en plus on aura notre propre cuisine, on aura nos plaques de cuisson. Ce serait bien que je réussisse à avoir un travail cet été. Et ce serait bien du coup que mes aménagements de scolarité soient un peu améliorés. Ce que je compte faire, c'est demander à faire mes années de master en 2 ans. Je souhaite une bonne année à tous. Bonne année. Du coup, je vous souhaite une bonne année.